Ok, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va commencer le premier cours pour la traumatologie qui fait suite au cours d'orthopédie. On se souvient, dans l'orthopédie, on avait vu plusieurs choses. On avait vu la douleur, on avait vu la fièvre, on avait vu toutes les affections de l'appareil locomoteur qui n'étaient pas dues à un choc. Maintenant, on va voir les lésions de l'appareil locomoteur qui sont dues à un choc. Donc, on va commencer par les objectifs d'apprentissage. Donc, à la fin du cours, vous allez pouvoir comprendre le type de lésion potentielle en rapport avec un choc traumatique. On va pouvoir trouver les signes cliniques de la région traumatisée. OK? Vous devez les reconnaître, les trouver et mettre des hypothèses diagnostiques suivant ce que vous avez trouvé pour la clinique et demander les examens par clinique pertinents et naturellement faire le traitement d'urgence. OK? Donc, ça, c'était les objectifs d'apprentissage. Donc, généralité, vous avez les grands titres, vraiment. Alors, le plan du cours, les grands titres, vous avez les généralités. Ensuite, vous avez les lésions des tissus mous dus à un choc traumatique. De temps en temps, si ça coupe, c'est parce que mon Internet est instable. OK. Ensuite, vous avez le traitement global des fractures, complications des fractures et les cas cliniques, c'est-à-dire segment par segment, on va voir les traumatismes, tel segment, ce que ça donne. Par exemple, traumatisme de l'épaule, traumatisme du bras, du coude, etc. On commence avec les généralités. Donc, on va voir, comme d'habitude, la définition de traumatologie, définition de fracture en torsion, définition de choc traumatique, et on va finir cette petite partie avec la classification des fractures. OK? Donc, on va aller avec la définition de fracture entorse et de traumatologie, fracture entorse et luxation. Donc, la traumatologie, c'est l'étude des lésions à la suite d'un choc ou d'un coup. Donc, c'est ce qu'on va étudier. La fracture, en fin de compte, c'est quand l'os est cassé et on a un truc qui est compliqué, une définition compliquée qu'on appelle la solution de continuité. Alors, ça veut dire quoi, solution de continuité? Ça désigne une interruption ou une rupture de la continuité de quelque chose. Donc, la chose n'est plus, elle n'est plus et en continuité, elle a donc une solution. OK? OK? Donc, c'est une rupture de la continuité de quelque chose concrète ou abstraite. C'est un terme légal, donc un terme de droit euh, qui était utilisé au Moyen Âge OK, lorsqu'un couple voulait divorcer, il était donc en solution de continuité. OK, l'expression est issue aussi du vocabulaire de la chirurgie et elle peut être déroutante car le mot solution peut faire penser au contraire. OK, mais en fin de compte, il vient du latin solutio, qui signifie dissolution ou désagrégation. OK, c'est comme pour le terme patient. Le patient, c'est pas une personne qui peut attendre, qui a de la patience. Non, le patient, c'est quelqu'un qui souffre. Ça vient du latin, j'ai oublié le mot latin, mais qui veut dire celui qui souffre. Donc, définition des entorses. OK, une entorse est une lésion traumatique d'une articulation. OK, et ça affecte les ligaments. OK, les ligaments qui maintiennent l'articulation en place. Elle se produit lorsque l'articulation est forcée au-delà de son amplitude normale, étirant ou déchirant les ligaments. Les entorses sont classées en différents degrés selon la gravité des lésions ligamentaires. Les symptômes incluant douleur, gonflement, ecchymose et une difficulté à bouger de l'articulation affectée.
Le traitement varie selon la gravité, allant du repos, de la glace, de la compression et de l'élévation, de la kinésithérapie ou dans les cas graves à la chirurgie. Donc, sur le schéma, vous allez voir ça. On a les trois stades de l'entorse. On a l'étirement, l'entorse bénigne, qui est l'étirement d'un ligament. Ensuite, vous avez l'entorse moyenne au ligament tigent ébréché, OK? Et au grand troisième stade, c'est côté, justement, et ligament liraché. Donc, on a trois types. Entorse bénigne, étirement du ligament. Entorse moyenne, rupture partielle du ligament. Et entorse grave, vous avez rupture complète du ligament. Donc, ça, c'est la deuxième définition qui est l'entorse. La luxation, qui est un déplacement complet et permanent des surfaces articulaires. Cela signifie que les os qui normalement s'emboîtent dans une articulation se séparent complètement, perdant leur contact normal. Les luxations sont généralement causées par des traumatismes tels que des chutes, des accidents ou des chocs directs. Elles nécessitent une prise en charge médicale pour être réduites. OK? Donc, la réduction de luxation, c'est le pour mettre en place et traiter pour éviter des complications telles que des lésions nerveuses ou vasculaires ou tout simplement la perte de la mobilité de l'articulation. La gravité de la luxation dépend de l'articulation concernée et de l'étendue des dommages aux ligaments, tendons et autres tissus mous. Si nous songeons la constitution anatomique d'une articulation, ok, l'articulation est maintenue en place par c'est ce qu'on appelle un moyen de fixité. Si on se rappelle bien, nous avons la capsule articulaire doublée à l'intérieur de la membrane synoviale et à l'extérieur des ligaments. Donc, pour avoir une luxation, ok, il faut que ces structures-là se déchirent. Ce qui fait que, par exemple, on verra ça pour l'épaule. L'épaule est une articulation très peu stable. Lorsque les luxés, ça ne peut se faire que lorsque la capsule articulaire est déchirée. Or, il y a très peu, il n'y a pas beaucoup de moyens de fixité de l'épaule. Sinon, l'épaule là, t'as perdu la mobilité. Et sous schéma ça, on voit bien le déboîtement. Euh, je- on voit bien le déboîtement. Ici, vous avez la glène et là, vous avez la tête humérale. Donc, c'est ce qu'on appelle une perte du vis-à-vis ou encore du face-à-face articulaire. Si cette perte-là est partielle, on va parler de préférence de subluxation. OK? Être dans le choc, on continue avec le choc traumatique, puisque c'est la traumatologie. Il faut définir le choc traumatique. OK? Donc, un choc, c'est un mouvement par lequel un corps matériel vient en heurter un autre. Donc, le choc physique résultant d'un heurt. Donc, faut qu'on objet qui est déplacé, OK, avec une certaine vitesse, OK, pour que le la frapper, côté la frapper, elle produit dégâts. C'est à ce moment-là qu'on va parler de choc. S'il part une vitesse, c'est pas un choc, c'est une caresse. OK? Donc, pour le choc, il faut une vitesse. Donc, pour la définition du choc, c'est un mouvement par lequel un corps matériel vient en heurter, donc il vient frapper en l'autre. OK? C'est ça le choc. Alors, pour avoir un choc traumatique, il faut, j'aime dire là, un mobile, un bagage qui a déplacé, soit son bagage qui a déplacé, qui a vient frapper,
c'est ça qui est mobile là. Mais mobile là, il a l'autre gens tout, il casse ou même cap déplacé qui va le frapper l'autre bagaille. OK? Donc, faut un mobile qui se déplace avec une vitesse et faut mobile ça vient frapper un côté. OK? Donc, ce côté le frapper, on appelle ça une zone d'impact. OK? Donc, j'aime te dire là, soit l'organisme est heurté par un mobile, comme un coup de bâton, projectile d'arme à feu, soit c'est l'organisme lui-même qui se déplace et va heurter un obstacle, par exemple, on va tomber, OK? Non, chute. OK? Plus la vitesse est grande et plus l'impact et par là les dégâts seront importants. Et maintenant, suivant là où se trouvent les dégâts, on va avoir la notion de choc direct et de choc indirect. Au niveau de choc direct, je nous là, OK, gon bagay qui frappe mon nan, et c'est côté li frappe, hein, c'est là qu'on va gagner et malin, on va avoir les lésions. Donc, dans le choc direct, les lésions siègent au niveau de l'impact. OK? Et dans ce cas, les lésions des tissus mous, muscles, vaisseaux, nerfs seront plus importants. L'agent vulnérant va tout d'abord impacter les tissus mous avant de casser l'os. Par exemple, on reçoit un coup de bâton dans la pointe et que pointe l'a cassé, mais avant pointe l'a cassé, OK, ou supposé plus ou moins chirer muscle cap séparé bâton de os. OK, donc c'est pour ça qu'on dit que les lésions des tissus mous est beaucoup plus importante. Et c'est pour ça que dans les films, ils vont une série de karatéka qui possibilité karatéka ça ou gagné, OK, yo capable tellement contracter muscle du que coup de bâton pas arriver casser os. Bon, ça c'est un petit genre, les jeunes. OK, parce que quand des films comme moto, on a tellement bien contracté, mais un coup de couteau au bail. Tout le monde nan, coup de couteau a pas rentré dans le muscle tellement. Donc, le muscle vient plus dur par son os. Vraiment, le muscle encore son carapace. OK, donc ça c'est le choc direct. Maintenant, pour le choc indirect, Jean, ouais, côté mademoiselle, ça, mettez pointe, mettez main, mettez pointe là. Donc, il fait réception au niveau de la main, et puis ses bras ou bien ses épaules là qui viennent gagner lésion. OK, soit cassé, soit luxé, bah, ça. Donc, dans le cas du choc indirect, les lésions siègent à distance de l'impact. OK? C'est en quelque sorte la retransmission de l'onde de choc qui arrive à un point de faiblesse et le lèse. OK? Donc, mon nan pour un choc au niveau de mer, mais un trop solide, pas gain qui est. Et onde de choc là, pour monter, il va monter jusqu'à ce qu'il arrive dans la clavicule, là, comme clavicule, c'est zone qui piviti, OK, et clavicule là, cassé. Le plus souvent, les clavicules se cassent par choc indirect. OK? Pour nous cas étudier un bagage, il faut être capable d'écrire. Et la meilleure façon pour décrire quelque chose, ça reste et demeure de trouver une classification. Et classification qui s'allie, ou pour chercher un point commun à toutes les différentes catégories qu'on va étudier et ou pour classer et soit étudier suivant un point commun. Par exemple, si j'ai des individus, si j'ai une cinquantaine d'individus dans une classe, dans une salle de classe, je peux les classer en fonction, par exemple, de points communs du sexe. J'aurai sexe masculin et j'aurai sexe féminin. OK? Ou bien, gen doit et classer en fonction de couleur peau. J'aurai des noirs, j'aurai des blancs, etc. OK? Donc, pour les autres, vous avez 4 critères de classification. Premier critère, c'est le trait de fracture. Ensuite, vous avez le nombre de fragments. Ensuite, vous avez le déplacement des bouts fracturaires. Et suivant l'ouverture ou non du foyer, ça veut dire qu'on va avoir une fracture ouverte. OK, suivant le trait de fracture peut être complet ou incomplet. Donc là, vous avez la fameuse fracture en mode de beurre
ou bien en bois vert. Là, vous avez un mode de beurre au niveau du quart distal du radius chez les enfants. Et tant que l'on prend un petit beurre Marianne là, qui est la tête, OK, il vaut à peu près ça. Donc, ça, ce sont des fractures complètes, incomplètes. Donc, nous avons des fractures complètes et des fractures incomplètes. OK? Maintenant, on peut classifier ça suivant le, le trait de fracture aussi. La fracture parmi les fractures complètes, le trait de fracture peut être horizontal, peut être longitudinal, mais ça, il y a un petit genre rare. Ça peut être oblique et ça peut être sphéroïde. OK? Et dans ce genre de fracture, OK, les deux corticales sont à tête. Donc, on avait vu incomplète, maintenant on voit le trait de fracture complet. OK? Donc, transversal, ça veut dire quoi? Que le trait de fracture est perpendiculaire au grand axe de l'os. OK? On s'est parlé de petit axe et de grand axe, mais en règle générale, depuis, il n'y a pas les deux d'axe. OK? Quand on dit l'axe de l'os, on se réfère par convention directement au grand axe. Donc, on peut dire qu'une fracture transversale, elle est perpendiculaire à l'axe de l'os. Une fracture longitudinale, elle est parallèle à l'axe de l'os. OK? Et vous avez la fracture oblique et la fracture sphéroïde. Pour une fracture sphéroïde, il faut prendre un morceau de la craie et puis on a essayé de tordre le morceau de la craie. Et puis après, j'ai cassé, et cassé d'une façon spéciale, ce qu'on appelle une fracture sphéroïde. Donc, c'est suivant le trait de fracture. Maintenant, suivant le nombre de fragments, OK, une fracture qui a que deux fragments, il y a ça, fracture, euh, une fracture qui a deux fragments, il y aurait ça, fracture simple. Une fracture qui a plusieurs fragments, il y aurait ça, fracture comminutive. OK? Et fracture comminutive, il y a plusieurs fragments. OK? Bon, alors, fracture qui a trois fragments, il y a déjà spécial, il connaît les troisième fragment, il connaît aile de papillon, ou bien coin de torsion, ou bien coin de flexion. OK? Et parmi les fractures comminutives, nous gagnons un fragment qui est tellement gros que à ce moment-là, il ne pas considéré comme une fracture comminutive encore. Il y a dit là, par exemple, il a considéré fracture ça quand, avec deux foyers. Il qu'on dit fracture ça sur fracture bifocale. Autre critère de classification, on a suivant le déplacement. OK? Donc, des fois, au cas où zoyo glisse une sous l'autre, on appelle ça une translation, mais le contact entre les bouts fracturaires demeure. OK? Donc, les glisser, translation. Ou ka gen yon monte sous l'autre, c'est ce qu'on appelle le chevauchement. À ce moment-là, la clinique, on va un membre qui picoute passer l'autre. OK? Li ka plié, à ce moment-là, on va parler d'angulation. OK? Tant coup, bout distal là, OK? Li ka font rotation. Donc, suivant l'ouverture ou non du foyer, vous avez les fractures fermées comme les fractures ouvertes. Ou bien, on va traverser dans l'autre partie. OK? Parce que le choc des tissus mous dû à un choc traumatique. Les lésions des tissus mous dû à un choc traumatique parce que nous toujours ouais zoan, mais n'oubliez que il y a différentes structures qui entourent les zoan. Il y a muscles, il y a tendons, il y a et vaisseaux, il y a nerfs. OK? Donc, nous allons voir lorsque l'autre structure atteint qui clinique que nous allons gagner, qui va accompagner clinique de fracture. Ça va? Est-ce que tout ton même côté mieux? Je peux continuer? Oui. OK, d'accord.
Donc, on est presque full, nous avons 8 participants. OK, on continue. Donc, on continue avec les lésions nerveuses. Donc, les lésions nerveuses, il faut se rappeler que les nerfs, c'est quoi? À quoi sert un nerf? Ça véhicule quoi? Une sensation sensitive ou bien une sensation motrice. Donc, une atteinte de nerf, comme par exemple, sous schéma ça, Mounsa, il va prendre sensation, donc il va sentir se faire abouler. Une atteinte du nerf va nous donner des troubles de la motricité, OK, et des troubles de la sensibilité. Et lorsqu'on a un trouble, on passe, on a 3 stades. Soit on a trop, là, ça, on a hyper, soit on a suffit, là, ça parle de hypo, soit pas du tout, à ce moment-là, c'est A. OK? Donc, la motricité, on appelle ça le tonus. Donc, soit le muscle, il est hypertonique, OK? Soit hypotonique, soit atonique. Donc, ça, c'est pour la motricité. OK? Et la motricité, on dit paralysie tout. Donc, le monde hypertonique, on appelle ça une... bon, en tout cas. Le monde hypotonique, c'est une paralysie flasque. Le monde hypertonique, c'est une paralysie spastique ou plastique. OK? Donc, pour la sensibilité, vous avez trois, hyper, hypo et A. Donc, hyperesthésie, par exemple, l'on frappe et coup d'abord, l'on frappe et coup de dent. Sensation la crampe, ça qu'on gagne, c'est hyperesthésie. Donc, là, on dit, c'est-à-dire qu'on la crampe, en fin de compte, sont hyperesthésie parce que la vraie définition du mot crampe, c'est justement c'est la contracture douloureuse d'un muscle. Donc, hyperesthésie, l'on frappe coup de dent, sensation petit courant qu'on jaune nan. Hypoesthésie, c'est l'on pas senti ba la ou gen perte de sensation. Anesthésie, c'est l'on pas gen du tout. Donc ça, c'est ce qui arrive au niveau fonctionnel. Donc lorsque le nerf est atteint, vous avez des troubles de la fonction du nerf, troubles de la sensibilité, troubles de la motricité. Mais au niveau anatomique, qu'est-ce qui va entraîner ces trois troubles-là? Ou gen trois bagages. OK? Vous avez la sidération musculaire, OK? Qu'on appelle la neurapraxie. Dans la neurapraxie, je vais regarder sous le schéma ça, tu as un nerf normal, tu as l'endonétrium, vous avez le périnétrium et l'épinerve ici, endomètre, endonerve, pardon. En français, c'est endonerve, périnerve et épinerve. Alors, pour ceux qui sont à Jacmel, OK, vous pouvez toujours aller à la faculté et bénéficier de l'Internet de la faculté pour suivre le cours. OK? Donc, lorsque le nerf, aucune des structures anatomiques du nerf est atteinte et que un flux nerveux juste va passer, un flux nerveux ou encore ce qu'on appelle le potentiel d'action. On va parler de la neurapraxie. OK? Ensuite, si on axonant seulement qui est atteinte, on va parler d'axonodésis et quand le nerf est complètement coupé, on va parler de neurolectis. Donc, on a la neurapraxie ou contusion nerveuse, l'intégrité, OK, le nerf est intègre, mais il ne fonctionne pas. Donc, la neurapraxie est la forme la moins sévère de lésion nerveuse et fait état d'une interruption temporaire de la conduction de l'influx nerveux sans perte de continuité axonale. L'endonerve, le béninerve et l'épinerve sont intacts. Ensuite, on a l'interruption est physiologique et non anatomique. Ça, c'est pour la neurapraxie. Tandis que l'axonotmésis, ou bien axonotmèse, c'est une blessure du nerf provoquée par la compression ou le cisaillement sans que l'ensemble des structures engainant la fibre nerveuse soit endommagé. OK? Il survient notamment en cas de compression sous plâtre. C'est une dégénérescence distale du nerf après la compression qui
et qui, après lever la compression, récupère très lentement avec une poussée axonale d'1 mm par jour, parfois incomplète. Autrement dit, le axonant vide cassé, heureusement, ça contourne nerf est intègre. Donc, le bout distal, il va dégénérer et le bout proximal, il va bourgeonner et former nerf là pour le retourner côté le dérivé. Mais c'est 1 mm par jour. Donc, ma besoin d'eau, si vous avez un axonothésis au niveau du bras, OK, vous avez à peu près 15 centimètres entre le bras et les doigts. Donc, euh, la reprise va se faire à 1 mm par jour. OK? Donc, 15 centimètres, ça fait 1500. OK? Et millimètres. Donc, c'est après 1500 jours que vous allez avoir la reprise de la fonction. Donc, il faut avoir de la patience. Mais malheureusement, dans la neurodésis, j'en te montré sous schéma, OK? Et c'est la lésion nerveuse la plus grave. Il y a une interruption complète de l'axone et de ses gaines. OK? Et c'est là où on va recevoir coup de couteau ou bien compression sévère et autres combattants. OK? Et il n'y a pas de récupération si ou pas le recours de nerf. Donc, la neurotmésis, ça passe obligatoirement par la, la sanction chirurgicale. On a les cognacs pour les lésions vasculaires. Donc, les lésions vasculaires, vous avez un vaisseau qui est atteint. Ça peut être une artère, ça peut être une veine. OK? Et à ce moment-là, sang va le gagner en bas pour. OK? Et suivant grosseur vaisseau qui atteint, ça bord, ça pipiti, c'est ça, oui, les pétéchis, qu'on voit ici, ou bien ça bord, c'est des gros hématomes. OK? Que vous connaissez tout échymose. Par exemple, là, pour un coca, OK, il y aurait ça échymose. Ça veut dire que sang, les cahiers en bas pour là. Mais on dit, oh, un problème, parce que ça, non, c'est pas un problème, c'est ton propre sang. Donc, même si les cahiers en bas pour là, pas de problème. OK, vous avez des macrophages, tout le bagage, ça, vous pouvez retirer tous les débris qu'il y a à l'intérieur et vous allez pouvoir avoir une peau normale après un certain temps. OK, sous besoin hématome. En fait, c'est-à-dire que sous suspect que vous bon pour quand vous faites c'est courir mettre de la soulier pendant les 6 à 8 premières heures. Et après ça, après 6 ou 8 heures, le caillou est complètement constitué, ou pas qu'à faire rien pour ça. Ça vous fait qu'on y a, c'est mettre des compresses chaudes. L'homme met des compresses chaudes là. OK, il va aider, il va dilater, bah, vaisseau, tout, bah, et puis il va aider, globules blancs, débarrasser le sang des hématies mortes. Autres lésions que nous avons, les fameuses déchirures qui sont les lésions musculaires, ça va de l'élongation, comme pour le ligament, ça va de l'élongation à la rupture complète. Naturellement, le muscle va saigner et on peut avoir formation naturellement sur les peaux claires d'hématome ou d'échymose. Autres lésions qui peuvent accompagner les fractures, ce sont les lésions cutanées. OK? Donc, une lésion cutanée traumatique est une altération de l'intégrité de la peau provoquant ainsi un dysfonctionnement à la réalisation de ses fonctions à la suite d'une agression physique. Donc, la peau est détruite, elle est atteinte. Donc, on peut aussi faire une classification. Et la classification, c'est suivant le degré de profondeur. OK? Par exemple, pour le degré de profondeur, vous avez le stade 1 qui est la tête superficielle. Hmm. Le stade 1 qui est la tête superficielle, l'épiderme est atteint.
ces épidermes seulement qui étaient impliqués. On se rappelle, vous avez l'épiderme et le derme. OK? Comment est-ce qu'on appelle les vaisseaux qui irriguent l'épiderme? Il y a quelqu'un qui se rappelle? Personne ne va rappeler. Il n'y a pas de vaisseau au niveau de l'épiderme. OK? Donc, le plus souvent, lorsque l'épiderme est atteint, la personne ne saigne pas. OK? Au cas où un petit bagage, un petit de l'eau liquide qui compte sortir là-dedans, mais ce n'est pas le sang. Dans le stade 2, vous avez l'atteinte affectant l'épiderme et parfois le derme. Tandis que dans le stade 3, ça implique l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et dans le stade 4, OK, toutes les couches de la peau avec exposition de la graisse sous-cutanée, des muscles, des tendons et des os. Donc, ça, c'est la classification suivant le degré de profondeur des lésions. Vous avez une autre classification suivant le type de lésion. Vous avez les lésions fermées. OK, par exemple, lorsque vous avez un hématome, tout bagaille ça, impliquant, ça implique un impact sans rupture de la peau. Et ce sont les contusions. Ensuite, vous avez les lésions ouvertes. Alors, petite chose pour les contusions sont rarement visibles sur peau noire. C'est bah, ça qu'on embête mon parce que si vous prenez un blanc ou battre, chaque côté, il prend un coup, il prend bac. Parce que le monde qui a une peau noire, surtout pour les peaux qui sont très noires, on ne voit rien. Donc, vous avez les lésions fermées, les lésions ouvertes qui incluent les coupures, les écorchures, les abrasions et les lésions pénétrantes résultant de la pénétration d'un objet comme par exemple un coup de couteau ou bien les morsures et les perforations. Ou bien classification suivant le lexique, ça veut dire que Jean ou pas nommer et plaire, de classification suivant le lexique des lésions cutanées traumatiques. OK? Vous avez les lacérations, c'est une plaie ouverte secondaire à une perforation de la barrière cutanée ou par un trauma contendant. Toutes ces informations, je vous ai donné ça dans le petit polycopier que je vous ai envoyé. Vous avez abrasion, c'est le gragé, avulsion, c'est le poids arraché, plaie perforante, morsure, etc. Alors, ces plaies-là, on va les traiter. Donc, tout est passé dans le stage Jacqueline, mais j'espère que ça te servi non bagaille. Donc, face à une plaie, quelle est la première chose qu'on fait? Second monde qui songe. Ah ouais. Est-ce que tout le monde est là? Parce que je ne sais pas monde qui parle. On fait un petit appel. Fritza Narcisse, tu es là? Non, mais ça va. Donc, tout le monde qui téléphone, il ouvre puis allez. Alors, voir. Et William, est-ce que tu es là? Dieu Naïk Alorni, est-ce que tu es là? Bon, Dieu Naïk là. Fritza Narcisse, est-ce que tu es là? Hmm. Fritza, donc Fritza ne suit pas le cours. Oui, je suis là, docteur. Oh, eh bien, le mando, parlez, vous avez parlé. Qui est-ce qui a parlé là? C'est Fritza? Docteur. Ok, Naïka, tu es là? Oui, docteur. Ok, Shirley, tu es là? Shirley? Mhm. C'est intéressant ça, hein? Vassor, tu es là? Vassor n'est pas là. Yuslin, est-ce que tu es là? Oui, docteur. Qui est-ce qui vient de parler? C'est qui? Yuslin. Jocelyne. Ok. Ok, Yosin, tu peux fermer ton micro. Donc, ça veut dire que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas là. C'est bien. On continue. Alors, naturellement, cette présentation a été enregistrée. Donc, je vais la mettre sur ma page YouTube et tout le monde entendra les prénoms des personnes
qui n'était pas là. Alors que yo propose qu'il y a suivre, voilà. OK? Donc, on continue. La première chose à faire, on a vu lors d'une plaie. OK? La première chose qu'il faut faire, c'est on fait le bilan, OK, de sa gravité et qui va déterminer la justification des gestes. OK? Et on décide de faire un pansement. OK? Quand on fait un pansement, c'est quoi? C'est on fait le traitement de la plaie. OK? Et après le bilan, OK? Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut pratiquer l'analgésie. OK? Et après l'analgésie, le deuxième geste, c'est le lavage. OK? Et ensuite, on va voir comment est-ce qu'on va recouvrir le pansement. Il y a une question. Ah, Vasso, c'est quoi, il m'a dit je suis là? Merci, Vasso. OK. Bon, moun qui pas gon, on moun qui fait gagner là, il pas gon bon Internet. Donc, je le redis encore, la façon la plus simple de suivre le cours est de vous déplacer et de venir, ceux qui sont à Jacmel, et de venir à la faculté, OK, pour pouvoir jouir de l'Internet de la faculté. Bon, pour Port-au-Prince, c'est pas encore possible parce que la faculté à Port-au-Prince n'a pas d'Internet jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Donc, on va passer avec l'analgésie. L'analgésie passe par deux parties. Vous pouvez utiliser des comprimés analgésiques. Bon, et ça va prendre une demi-heure pour avoir effet. OK? Donc, on peut utiliser une analgésie locale, une analgésie régionale ou une sédation procédurale légère. OK? Donc, on peut endormir mon un petit peu. OK? Mais il y a certaines précautions. Donc, par exemple, il faut toujours vérifier la présence d'une allergie à ces produits et s'assurer d'avoir sous la main de l'épinéphrine, entre autres, pour traiter une potentielle anaphylaxie. OK? Et il faut savoir à peu près votre analgésie, votre anesthésie, combien de temps que ça va faire pour que c'est pas pendant que vous faites bagaille, après anesthésie en passé et que on a commencé à sentir. OK? OK. Donc, le plus souvent, on utilise de la lidocaïne à 1% avec ou sans épinéphrine. OK, mais en Haïti, c'est sans épinéphrine. OK, si par hasard vous tombez sur anesthésie qui est épinéphrine, comme ceci provoque une vasoconstriction, ou pas supposé, OK, ou pas supposé et l'utiliser pour les doigts, parce que ça a une cause. OK? Euh, Voilà, tout qui parle, même pas qui monte ça. Ah, doit-on donner de l'analgésie, même pour une plaie superficielle? Est-ce que la plaie superficielle ne fait pas mal, Naïka? Hmm? Carré ouais? Eh, Ça va très bien. hein? La plaie superficielle, Il faudrait que ok, la plaie superficielle, elle fait mal, donc il faut quand même une analgésie. Est-ce que Yuslin est là? Yuslin? Hmm. Yuslin dépêche du Internet. Yuslin,
tu es où ça? Tu es à Jacmel ou bien à Port-au-Prince? Quelqu'un t'a branché. Bon, on continue. OK? Alors, se rappeler que plus la lidocaïne est concentrée et plus son effet est localisé. Donc, c'est peut-être ça, 1%, puis bon, passer 2%. OK? Donc, on peut aussi se servir des blocs de nerfs. Bon, ça, c'est, on va un petit peu plus spécifique. Et ça demande une bonne connaissance de l'anatomie. Une fois que vous avez maintenant anesthésié, vous pouvez laver la plaie. Bon, le meilleur traitement, le meilleur liquide pour laver, ça reste de l'eau potable. OK? Et sinon, si vous êtes dans un milieu hospitalier, vous devez bien faire avec le sérum physiologique qui est beaucoup plus cher. OK? Mais il ne faut pas oublier de laver la plaie. Et ou laver plaie pour retirer tout débris qu'on est capable. Du moment qu'on a l'impression que plaie a un débris, ou continuer laver. OK? Ou ka gen un demi-litre, un litre, 2 litres, 3 litres. OK? Maintenant, si vous pensez que plaie a contaminé, ou ka mette bétadine, ce qu'on appelle solution antiseptique de polyvidone iodé. OK? Mais il dit que ça, c'est sur le pourtour de la plaie. On ne met pas d'antiseptique dans la plaie parce que ça peut compromettre la cicatrisation. OK? Et il est fortement Reprenez-vous déconseillé. nos docteur. Vous prenez qui ça? Lavage de la plaie. Dis tu laves la Après l'eau plaie potable. de l'eau potable ou bien tu es NaCl. OK, mais de toute façon, ça me dit, ce que je dis, c'est dans le polycopier que vous avez. OK? Parce que si nous avons Internet qui pas fin trop marcher bien, nous pas attendre bien. Après ça, on peut faire un débridement. Le débridement, c'est l'excision des tissus nécrotiques. OK, mais si nous pas gagnons pile d'expérience, mieux vaut que nous pas fait débridement, vous faites un bon lavage et lorsque vous allez refaire le pansement, à ce moment-là, ou après, qui tissu qui réellement mourit. Parce qu'au début, c'est pas évident. OK, donc le débridement, ça fait que, comme vous voyez, tissu, c'est avec ciseaux, pince, bistouri. OK? OK? Bon, alors, les cheveux et les poils, si ça gêne, vous pouvez les couper, mais sinon, c'est pas la peine, surtout pour une fille. Donc, quand vous avez une fille qui a une plaie au niveau du cuir chevelu, OK, vous lavez, vous faites la suture, et puis ouvrez maintenant, depuis l'arrivée de la carie, pour passer un bon shampoing pour sans pas étant collé dans le cheveu, hein, et pas perdre du cheveu. Parce que moun y ap gade te kon moun ki kon pel chevelu et puis wap razon pati la tête là, yo pas ouais que en fait compte c'est un drame pour la fille. Il faut toujours se rappeler ça. OK? Et yo déconseille raser poil des sourcils tout parce que le a pour pousser, yo pas pour pousser belle. OK? Et naturellement, il faut recouvrir la plaie. OK? Les objectifs du pansement, ça va donc être, il doit être stérile, étanche et absorbant. Qui est là pour changer le pansement, c'est chaque fois que c'est nécessaire. Donc, infirmière qui a changé le pansement chaque 2 jours, chaque 3 jours, le médecin, c'est chaque fois que c'est nécessaire. Et j'aime te qu'on dit, si la gaz colle à la plaie ou pas décoller gaz. OK? La gaz va finir par tomber toute seule. On se rappelle que l'épiderme, la peau, c'est un épithélium stratifié squameux. Donc, les couches superficielles s'en vont et c'est la couche basale qui régénère la peau. Donc, si gaz a collé, en fait, compte, après une bonne cicatrisation, gaz a pas le tomber. OK? Et donc, c'était tout pour les plaies et il faut ajouter la prophylaxie antibiotique. OK? Donc, avant, on appelait ça prophylaxie probabiliste ou bien prophylaxie, prophylaxie
Non, pardon. Avant, on appelait antibiothérapie probabiliste. Maintenant, on parle de prophylaxie post-exposition, PPE. Bagay yo toujours a changé. OK? Ne pas oublier que la personne doit bénéficier, s'ils sont bêtes qui modèlent, OK? Donc, du vaccin antirabique. OK? Donc, sinon, pas oublier que moun nan ka gen sa wele tétanos. Et à ce moment-là, euh, moun nan gen droit, pour éviter que le gen tétanos, ou pral bay et sérum antitétanique, SAT, et le vaccin antitétanique. Le sérum et le vaccin, ou pas mettre le même côté. Sous bay sérum là, dans pointe, au bras droit, ou pas mettre vaccin au niveau de la cuisse gauche. OK? Se protéger, faire attention pour ne pas prendre, pour ne pas se blesser pour un patient, OK, qui gagne et sida. OK? Bon, donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? D'accord. Donc, comme il n'y a pas de questions, surtout que bon paquet de monde qui pas même à suivre, je vous dis donc au revoir et euh, à lundi prochain pour continuer ceci. Ah, il y a une question. Non, on ne donne pas ça au même endroit parce que les anticorps vont s'attaquer direct, les anticorps du SAT vont attaquer directement l'antigène du vaccin et ça va s'annuler et il n'y aura pas de bénéfice pour la personne. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord. Donc, au revoir à tous et à lundi prochain. Yeah.